28 janvier 1956, Cincinnati, Ohio. La main d'une mère tremblant alors qu'elle tenait un couteau de boucher, du sang chaud s'écoulant sur le plancher de bois froid. Margaret Garner, 22 ans, femme esclave et mère de 4 enfants, venait de trancher la gorge de sa fille Mary, âgée de 2 ans, plutôt que de la voir être ramenée à la servitude. Le couteau, encore glissant du sang de son enfant, captait la pâle lumière hivernale qui filtrait par la fenêtre de la petite maison de Mill Creek Road, où elle avait cherché la liberté pendant 17 jours désespérés. Ce n'était pas de la folie, ce n'était pas une capitulation. C'était le dernier acte d'amour d'une mère dans un monde qui lui avait retiré tout autre choix, toute autre miséricorde. Margaret Garner avait décidé que la mort était plus douce que l'esclavage, que la tombe était plus clémente que le marché aux esclaves. Avant de poursuivre cette histoire de courage inimaginable et de déchirement, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites de résistance et de survie. La lumière du matin rampait lentement sur la rivière Ohio gelée, projetant de longues ombres sur les rives couvertes de glace qui séparaient le Kentucky de l'Ohio, l'esclavage de la liberté, l'espoir du désespoir. L'air était mordant du froid de janvier, épais de la fumée de 100 cheminées, lourd du poids des secrets chuchotés dans l'obscurité. La neige était tombée la nuit précédente, étouffant les bruits de la ville qui s'éveillait, créant un silence qui donnait l'impression que le monde retenait son souffle. De l'autre côté de cette rivière, 17 jours plus tôt seulement, Margaret Garner avait couru dans la nuit avec ses 4 enfants et son mari Robert, leurs pieds laissant des traces désespérées dans la neige, leurs poumons brûlant d'air froid et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Derrière eux, la plantation Richwood Station, dans le comté de Boone, Kentucky, étendait ses tentacules de souvenirs. Champs de coton brun de chaume hivernale, quartier des esclaves qui puaient la peur et la résignation, et le fouet du contremaître qui chantait sa chanson familière sur des dos courbés et des têtes baissées. Mais ici, dans cette petite maison de Mill Creek Road, appartenant au cousin de son mari, Elijah Kite, un homme noir libre qui avait tout risqué pour les abriter, Margaret avait goûté 17 jours de quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Elle avait vu ses enfants. Thomas, 8 ans, avec les yeux calmes de son père. Samuel, 6 ans, prompt à rire malgré tout ce qu'il avait vu. Mary, 2 ans, encore assez petite pour croire à la sécurité. Et bébé Sila, 9 mois et né dans la servitude, elle les avait vus dormir sans crainte, se réveiller sans angoisse, manger sans se demander si ce serait leur dernier repas ensemble. Elle se déplaçait comme la vapeur, lente, silencieuse, nécessaire. Ses mains, cicatrisées par des années de cueillette de coton et de brûlures de cuisine, se mouvaient avec une grâce qui témoignait de la survie. Margaret avait appris il y a longtemps que dans le monde de l'esclavage, le corps d'une femme appartenait à son maître. Ses enfants pouvaient être vendus avec moins de cérémonie que du bétail, et ses rêves étaient des luxes qui pouvaient lui être arrachés si elle ne prenait pas soin de les garder cachés. La maison de Mill Creek Road était petite. 3 pièces qui semblaient un palais à des gens qui avaient dormi sur des sols en terre battue et des paillasses. Il y avait une cuisine avec un vrai poêle, pas seulement un foyer. Il y avait des fenêtres avec des vitres, pas seulement des volets. Il y avait des lits avec des couvertures qui n'appartenaient à aucun maître, des chaises où une femme pouvait s'asseoir sans permission, et des portes qui se verrouillaient de l'intérieur. Pendant 17 jours,
Margaret avait vécu dans l'espace entre l'esclavage et la liberté, suspendue comme des poussières dans un rayon de soleil. Elle avait préparé les repas pour sa famille sans qu'un contremaître ne chronomètre son temps. Elle avait allaité bébé Scylla sans craindre que quelqu'un ne lui arrache l'enfant pour la vendre. Elle avait vu Robert planifier leur voyage vers le nord, au Canada, où l'esclavage ne pourrait pas les atteindre, où leurs enfants pourraient apprendre à lire et à écrire, où ils pourraient posséder des terres, dire ce qu'ils pensent et marcher la tête haute. Mais la liberté, Margaret l'avait appris, n'était pas un fleuve qu'on traversait une seule fois. C'était un pays pour lequel il fallait se battre chaque jour, défendre à chaque souffle et parfois choisir la mort plutôt que sa perte. Ce matin-là, le 28 janvier, le coup frappé à la porte retentit comme le tonnerre. Sec, insistant, portant en lui le poids de la loi et de la coutume, et la cruauté particulière des hommes qui gagnaient leur vie à chasser d'autres êtres humains. Le sang de Margaret se glaça dans ses veines. Elle connaissait ce son. Elle l'avait entendu dans des cauchemars, dans les histoires chuchotées entre femmes esclaves, dans les échos creux de son propre cœur quand elle osait rêver de liberté. Ils avaient été trouvés. L'histoire de Margaret commença 22 ans plus tôt, en 1834, lorsqu'elle poussa son premier souffle dans les quartiers des esclaves de Richwood Station. Sa mère, Priscilla, était morte quand Margaret était encore assez jeune pour croire que les mers étaient des éléments permanents du monde, comme le soleil ou la lune, ou les rangées infinies de coton qui s'étendaient au-delà de l'horizon. Son père était un homme blanc dont elle n'avait jamais appris le nom, dont elle voyait parfois le visage dans son propre reflet, dont le sang lui donnait la peau claire qui la rendait précieuse de manière qui coupait plus profondément que n'importe quel fouet. Elle fut élevée par d'autres femmes des quartiers, des femmes dont les propres enfants avaient été vendus, qui déversaient leur maternité tronquée sur tout enfant qui l'acceptait. Elles lui apprirent à garder les yeux baissés et la voix douce, à travailler assez dur pour éviter le fouet, mais pas trop pour ne pas fixer une norme impossible pour les autres. Elles lui apprirent à lire l'humeur des hommes blancs comme des schémas météorologiques, quand disparaître, quand sourire, quand se faire aussi petite et insignifiante que la poussière. Mais Margaret apprit aussi d'autres leçons. Dans les heures sombres avant l'aube, quand les quartiers bruissaient de conversations chuchotées, elle apprit l'existence de Denmark Vesey et de Nat Turner, du chemin de fer clandestin qui se déplaçait comme une rivière secrète sous la surface du Sud, de lieux appelés Canada et Angleterre, où la peau noire n'était pas un crime et où la liberté n'était pas une fantaisie. Quand elle eut 14 ans, elle fut donnée à Robert Garner, un autre esclave de la plantation Gaines. Ce n'était pas un mariage au sens légal du terme. Les esclaves ne pouvaient pas se marier, ne pouvaient pas faire de contrat, ne pouvaient pas se promettre l'éternité dans un monde où l'éternité pouvait se terminer par un acte de vente. My Robert était doux, et Margaret apprit à l'aimer comme on aime quelque chose de beau et de fragile, toujours consciente que cela pouvait lui être enlevé. Robert avait des rêves plus grands que les champs de coton. Il parlait de liberté comme d'autres hommes parlaient de femmes ou de whisky, avec une faim qui ne pouvait être satisfaite par rien d'autre. Il avait appris à lire en échangeant de la nourriture contre des leçons avec un jeune garçon blanc pauvre, et il enseigna les lettres à Margaret en les traçant dans la terre avec des bâtons, en les dessinant sur sa paume dans l'obscurité, en murmurant leurs sons comme des mots doux. Son silence n'était pas toujours une capitulation. Parfois, c'est une tempête qui attend une faille dans le ciel.
Margaret eut 4 enfants en 8 ans. Chaque naissance était une célébration et une terreur. La joie d'apporter la vie au monde, l'horreur d'apporter une vie noire dans un monde qui la considérait comme une propriété. Elle regarda Thomas passer de bébé à garçon, qui posait des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Pourquoi ne puis-je pas apprendre à écrire mon nom? Pourquoi les enfants blancs peuvent-ils jouer pendant que nous travaillons? Pourquoi maman pleure-t-elle quand elle pense que personne ne regarde? Le point de rupture arriva en janvier 1856, quand Archibald Gaines, leur maître, annonça qu'il vendait Robert à une plantation en Alabama. Ces mots frappèrent Margaret comme un coup physique. L'Alabama signifiait des champs de coton qui s'étendaient à perte de vue et au-delà. L'Alabama signifiait Robert disparaissant dans la vaste gueule du Sud profond, pour ne jamais être revu. L'Alabama signifiait élever leurs enfants seuls, les voir grandir sans leur père, les voir vendus un par un jusqu'à ce qu'elles n'aient plus que des souvenirs et du chagrin. Cette nuit-là, Robert vint la trouver avec un plan qui sonnait comme de la folie et ressemblait à un salut. Ils s'enfuiraient. Tous. Ils traverseraient la rivière Ohio au cœur de l'hiver, se rendraient chez son cousin Elijah à Cincinnati, et de là continueraient vers le nord jusqu'au Canada, où l'esclavage ne pourrait pas les atteindre. Margaret regarda ses enfants, Thomas s'efforçant si fort d'être l'homme que son père ne serait pas là pour lui apprendre à devenir. Samuel avec son rire contagieux, qui pouvait éclaircir le jour le plus sombre. Mary encore assez petite pour dormir dans ses bras. Bébé Scylla qui n'avait jamais connu que l'amour et qui pourrait encore avoir une chance de liberté. Le risque était énorme. Les esclaves en fuite étaient chassés comme des animaux, battus lorsqu'ils étaient capturés, parfois tués, pour servir d'exemples aux autres. Mais l'alternative était une mort lente de l'âme, à regarder sa famille se désintégrer pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que la coquille de ce qu'ils avaient été. Elle n'était pas brisée. Elle brûlait, lentement, contrôlée, en attente. Ils commencèrent à planifier avec le soin méthodique de personnes qui savaient qu'ils n'auraient qu'une seule chance. Robert étudia les routes de patrouille, apprit quelle garde, buvait trop et dormait trop profondément, identifia le point de traversée le plus sûr sur la rivière. Margaret rassembla des provisions, de la nourriture qui ne se gâterait pas, des vêtements qui garderaient les enfants au chaud, les quelques objets précieux qui les reliaient à leur passé. Elle cousit des pièces de monnaie dans la doublure de sa robe, de l'argent gagné en faisant des lessives supplémentaires, en vendant des œufs de poule qu'elle n'était pas censée posséder, en échangeant de petits services contre des sous de cuivre. Dans la nuit du 11 janvier 1856, ils prirent la fuite vers la liberté. La température était en dessous de 0. La rivière partiellement gelée, mais pas assez solide pour marcher dessus. Robert trouva une petite barque, et ils s'engagèrent dans l'eau sombre avec leurs 4 enfants et l'espoir de Margaret, qui les enveloppait comme une prière. Thomas aida son père à ramer, tandis que Margaret tenait les 2 plus jeunes enfants, leur souffle visible dans l'air glacial, leur cœur battant si fort qu'elle était sûre que le son remonterait jusqu'au Kentucky et les trahirait. Ils traversèrent. Ils arrivèrent chez Elijah Kite. Pendant 17 jours, ils vécurent dans l'espace entre l'esclavage et la liberté, goûtant à ce que la vie pourrait être s'ils étaient vraiment libres. Mais la liberté, Margaret l'avait appris, n'était pas un lieu où l'on arrivait. C'était une chose pour laquelle il fallait se battre chaque jour, défendre à chaque souffle, et parfois choisir la mort pour la préserver.
Archibald Gaines était un homme qui portait sa cruauté comme un manteau bien taillé, soigneusement ajusté, impeccablement entretenu, affiché avec fierté. Âgé de 43 ans, avec des cheveux grisonnants et des yeux bleus froids qui ne manquaient rien, il possédait Richwood Station et les 73 êtres humains qui y travaillaient. Il se vantait d'être un maître raisonnable, ce qui signifiait qu'il n'utilisait le fouet que lorsqu'il le jugeait nécessaire, ne séparait les familles que lorsque c'était profitable, ne violait ses esclaves femmes que lorsque sa femme rendait visite à sa sœur à Louisville. Gaines avait hérité de la plantation de son père, ainsi que de la conviction que l'esclavage n'était pas seulement une nécessité économique, mais un bien moral, une manière de civiliser une race inférieure, de les amener au christianisme, de leur enseigner la valeur du travail acharné. Il lisait sa Bible chaque matin et y trouvait la justification de tout ce qu'il faisait, de chaque coup de fouet qu'il ordonnait, de chaque enfant qu'il vendait, de chaque femme qu'il violait. Pour lui, Margaret et Robert n'étaient pas des personnes, mais des investissements, des biens de valeur qui s'étaient appréciés avec le temps et pouvaient être liquidés lorsque les flux de trésorerie l'exigeaient. Quand il découvrit qu'il s'était enfui, sa rage ne fut pas la fureur ardente d'une trahison personnelle, mais la colère froide d'un homme d'affaires qui avait été volé. Il contacta immédiatement Bennett Butts, un chasseur d'esclaves spécialisé dans la traque des fugitifs à travers la rivière Ohio. Butts était un homme mince et nerveux, aux dents tachées de tabac et aux mains qui semblaient connaître la violence. Il facturait 50 $ par esclave capturé, plus les dépenses, et il n'avait jamais manqué de ramener sa proie. Butts amena avec lui 2 adjoints, le Marshal Hiram Robinson, un officier fédéral qui appliquait la loi sur les esclaves fugitifs avec l'enthousiasme d'un homme qui croyait faire le travail de Dieu, et James Marshall, un officier de police locale de Cincinnati, qui complétait ses revenus en aidant à ramener les esclaves évadés à leur maître. Robinson était un homme corpulent au visage rouge et aux mains comme des jarrettes de porc, qui parlait avec le débit lent de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion. Marshall était plus jeune, plus affamé, le genre d'homme qui voyait chaque esclave évader comme de l'argent qui lui échappait. Ensemble, ces 4 hommes représentaient tout le poids de la loi et de la coutume qui soutenait l'esclavage. Gaines fournit les documents de propriété légaux. Butts fournit les compétences de traque et la connaissance locale. Robinson détenait l'autorité fédérale qui l'emportait sur la loi étatique et locale. Marshall connaissait les quartiers noirs de Cincinnati, savait quelles portes pouvaient cacher des esclaves en fuite, savait quelles familles blanches pouvaient être assez folles pour héberger des fugitifs. Ils avaient cherché pendant 17 jours, suivant une piste qui menait du Kentucky, traversant la rivière Ohio gelée, jusqu'au quartier de Mill Creek, à Cincinnati. Butts avait interrogé d'autres esclaves, offrant des récompenses pour des informations, faisant des menaces lorsque les récompenses échouaient. Il avait parlé aux opérateurs de bateaux le long de la rivière, vérifié auprès de son réseau d'informateurs, réduisant progressivement sa recherche jusqu'à être certain que les Garner se cachaient quelque part dans la zone de Mill Creek. La percée survint lorsqu'un voisin remarqua de la fumée s'échappant de la cheminée d'Elijah Kite à des heures inhabituelles, vit des ombres bouger derrière les rideaux à des moments où la maison aurait dû être vide. Le voisin, un homme blanc nommé Patrick, qui n'appréciait pas la présence de Noirs libres dans son quartier, contacta les autorités et reçut une récompense de 5 $ pour ces informations. Elle les nommait un par un, comme des malédictions chuchotées dans l'obscurité. Margaret avait déjà vu ces hommes,
ou des hommes comme eux. Elle avait vu Butts traîner d'autres fugitifs, vu la violence décontractée avec laquelle il traitait des êtres humains qui avaient commis le crime de vouloir être libres. Elle avait entendu Robinson faire la leçon aux esclaves sur leur devoir envers leur maître, leur obligation d'accepter leurs conditions avec une résignation chrétienne. Elle avait vu Marshall fouiller les quartiers des esclaves, retourner les matelas, briser les meubles, traitant les maigres possessions des gens comme des ordures. Mais c'était Gaines qui hantait ses cauchemars. Gaines qui avait possédé son corps depuis sa naissance, qui avait possédé ses enfants, qui croyait avec une conviction absolue qu'il avait le droit d'acheter et de vendre des êtres humains comme du bétail. Gaines qui parlait de l'esclavage comme d'une bonté, qui citait les Écritures pour justifier le viol, qui voyait ses larmes lorsque ses enfants étaient menacés comme une preuve d'affection maternelle, qui la rendait plus précieuse, non plus humaine. C'étaient ces hommes qui frappèrent à la porte le 28 janvier 1856. C'étaient ces hommes qui apportaient avec eux des chaînes et des fers, et l'absolue certitude qu'ils ramèneraient Margaret et sa famille au Kentucky, à l'esclavage, à un monde où les enfants pouvaient être vendus loin de leur mère et les femmes de leur mari, et où la liberté était toujours juste de l'autre côté d'une rivière, mais aurait tout aussi bien pu être sur la lune. Margaret entendit leur voix à travers la porte, entendit Gaines s'identifier, entendit Robinson lire la loi sur les esclaves fugitifs, entendit Butts ordonner à Marshall de surveiller l'arrière de la maison au cas où quelqu'un tenterait de s'échapper. Elle regarda ses enfants. Thomas, debout, droit et grand, essayant d'être courageux. Samuel, s'accrochant à la jambe de son père, Mary jouant avec une poupée en feuilles de maïs, trop jeune pour comprendre. Bébé Scylla dormant paisiblement dans ses bras. Et Margaret Garner prit une décision qui résonnerait à travers l'histoire, un choix qui était à la fois un acte d'amour et un acte de guerre, à la fois une capitulation ultime et une résistance ultime. Le couteau de boucher gisait sur la table de la cuisine où Margaret l'avait laissé après avoir coupé du petit salé pour le petit déjeuner. 20 centimètres d'acier au carbone, manche en bois poli par des années d'utilisation, lame assez aiguisée pour trancher l'os. Elle l'avait utilisé ce matin-là pour préparer ce qui serait le dernier repas de sa famille en tant que personne libre. Maintenant, elle le ramassa avec les mêmes mains stables qui avaient pétri le pain et tressé les cheveux de sa fille et tracé des lettres dans la terre pour apprendre l'alphabet à Thomas. Les coups sur la porte devinrent plus insistants. Elle entendit Robert crier depuis le salon, entendit Elijah Kite protester qu'il était un homme libre avec des papiers pour le prouver, entendit la voix du Marshall Robinson couper à travers leurs mots comme une hache à travers du petit bois. Nous avons un mandat fédéral pour l'arrestation de 4 esclaves en fuite. Ouvrez cette porte ou nous la défoncerons. Margaret regarda Mary, sa fille de 2 ans, encore assez innocente pour sourire à sa mère malgré les cris, encore assez jeune pour lever ses petits bras potelés voulant être tenus. L'enfant avait les yeux de son père et le menton têtu de sa mère, et elle pourrait grandir pour être belle, ce qui, dans le monde auquel ils étaient sur le point de retourner, n'était pas une bénédiction, mais une malédiction. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Margaret Garner avait déjà décidé que certaines choses étaient pires que la mort. Le couteau s'abattit. Il tomba avec un son, comme du bois mouillé qui se fend, comme une branche d'arbre qui se brise dans une tempête. Les yeux de Mary s'écarquillèrent de surprise plutôt que de douleur, et son dernier mot fut « Maman ».
prononcée non par peur, mais dans la confiance absolue que les mères savent ce qui est le mieux, que les mains des mères apportent du réconfort, même quand elles apportent la mort. Du sang vif et artériel gicla sur la robe de Margaret et s'accumula sur le plancher de bois. Le petit corps de Mary se convulsa une fois, 2 fois, puis s'immobilisa dans les bras de sa mère. Margaret serra sa fille contre elle, sentant la chaleur quitter son petit corps, murmurant des mots d'amour et d'excuses, et des promesses d'un paradis où les petites filles pourraient courir librement, sans que personne ne les poursuive. Une de moins. Il en reste 3. Elle se tourna vers Samuel, son fils de 6 ans, qui se tenait figé dans le coin, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Le couteau se leva de nouveau, dégoulinant encore du sang de sa sœur. Mais avant que Margaret ne puisse achever son terrible ouvrage, la porte d'entrée explosa vers l'intérieur et le Marshal Robinson fit irruption dans la maison, le visage rouge d'effort et d'autorité. « Arrêtez !» rugit-il en tirant son pistolet. « Lâchez ce couteau !» Margaret le regarda avec des yeux qui ne contenaient aucune peur, seulement une tristesse profonde, épuisante. « Je ne vous laisserai pas les ramener, » dit-elle doucement. « Je les tuerai tous avant de vous laisser les rendre esclaves à nouveau. » Derrière Robinson arrivèrent Butts et Marshall, leurs yeux balayant de la scène. Margaret debout au centre de la cuisine, sa robe trempée de sang, le petit corps de Mary dans ses bras, le couteau toujours dans sa main droite. Samuel pressé contre le mur, Thomas se tenant de manière protectrice devant bébé Scylla, Robert se précipitant depuis le salon avec Elijah Kite derrière lui. « Jésus-Christ !» murmura Marshall en se signant. Elle a tué l'enfant. Mais Margaret n'avait pas fini. Elle se jeta sur Samuel, le couteau décrivant un arc dans l'air, et seuls les réflexes rapides de Robinson empêchèrent un second meurtre. Il lui saisit le poignet, serrant jusqu'à ce que ses doigts s'ouvrent et que le couteau tombe bruyamment sur le sol. Elle le combattit avec la force désespérée d'une mère protégeant ses petits, griffant son visage, essayant de se libérer pour pouvoir atteindre ses autres enfants. « Tirez-moi dessus !» haleta-t-elle, luttant contre l'emprise de Robinson. « Tirez-moi dessus, mais ne les ramenez pas. S'il vous plaît, ne les ramenez pas. » Le chaos qui suivit remplit la petite maison comme de la fumée. Les cris de Margaret se mêlèrent aux sanglots terrifiés de Samuel, aux hurlements de bébé Scylla, aux tentatives de Thomas pour réconforter ses jeunes frères et sœurs. Robert lutta contre 2 hommes qui essayaient de l'enchaîner, son visage un masque de chagrin et de rage. Elijah Kite protesta de son innocence pendant que Marshall fouillait ses poches à la recherche de preuves d'activité du chemin. De faire clandestin. Des voisins commencèrent à se rassembler dehors, attirés par le bruit, leurs visages pressés contre les fenêtres, alors que la nouvelle se répandait dans le quartier de Mill Creek. Une femme esclave avait assassiné son propre enfant, plutôt que de retourner à la servitude. Certains des voisins blancs hochèrent la tête avec satisfaction. Voilà ce qui arrivait quand on laissait les esclaves faire ce qu'ils voulaient, quand les abolitionnistes leur remplissaient la tête de rêves impossibles de liberté. Certains des résidents noirs pleurèrent ouvertement, comprenant dans leurs tripes le désespoir qui pouvait pousser une mère à un tel acte. Archibald Gaines arriva alors que Margaret était enchaînée. Il inspecta la scène avec la froideur calculatrice d'un homme évaluant une propriété endommagée. Un enfant esclave mort est donc une perte totale. Une esclave femme adulte qui devrait être sévèrement disciplinée avant d'être remise au travail. 3 enfants restants qui pourraient encore être vendus si gérés correctement. « Vous m'avez coûté 300 $, dit-il à Margaret, comme s'il parlait du temps. «
J'espère que vous pensez que votre petite rébellion en valait la peine. » Margaret le regarda avec des yeux qui contenaient des profondeurs de douleur et de défi qui le firent reculer d'un pas. « Elle est libre maintenant, » dit-elle doucement. « Ma Mary est libre maintenant, et vous ne pourrez jamais la posséder. Vous ne pourrez jamais la vendre. Vous ne pourrez jamais la toucher. En la tuant, je l'ai aimée plus que vous ne pourriez jamais comprendre. » Ces mots frappèrent Gaines comme un coup physique. Il leva la main pour la frapper, puis s'arrêta, soudain conscient de la foule qui regardait, des journalistes qui avaient commencé à arriver, de la vérité inconfortable de sa déclaration qui lui tordit les entrailles. Il n'avait jamais pensé à l'esclavage en termes d'amour ou de liberté, seulement en termes de profit et de propriété. L'acte de Margaret le força à affronter l'humanité qu'il avait passé sa vie d'adulte à nier. Ils chargèrent les Garner survivants dans un chariot comme des sacs de céréales, leur enchaînant les mains et les pieds, les attachant à des anneaux de fer boulonnés au fond du chariot. Margaret serra bébé Scylla contre sa poitrine, chantant une berceuse qu'elle avait apprise de sa propre mère, une chanson sur une rivière qui menait à la liberté et une terre promise où les enfants pouvaient jouer sans peur. Alors que le chariot s'éloignait de la maison de Mill Creek, Margaret se retourna pour un dernier regard sur l'endroit où elle avait goûté à la liberté pendant 17 jours. Du sang tachait encore le sol de la cuisine où Mary était morte, et Margaret ne ressentait aucun regret pour ce qu'elle avait fait, seulement le chagrin de n'avoir pas pu les sauver tous. L'arrestation de la famille Garner devint une sensation qui se propagea bien au-delà de Cincinnati, bien au-delà de l'Ohio, bien au-delà des frontières soigneusement tracées par les politiciens pour contenir la crise croissante de l'esclavage. L'histoire de Margaret Garner parut dans les journaux de Boston à la Nouvelle-Orléans, racontée et répétée avec des accents différents selon la politique de la publication et les préjugés de ses lecteurs. Les journaux du Nord dépeignirent Margaret comme une héroïne, une mère poussée à des mesures désespérées par un système inhumain. La Cincinnati Gazette écrivit « Le désespoir de cette mère révèle la véritable horreur de l'esclavage plus clairement que 1000 discours abolitionnistes. Quelle mère tuerait son propre enfant à moins que l'alternative ne soit un sort véritablement pire que la mort? » Les journaux du Sud brossèrent un tableau différent, décrivant Margaret comme une femme dérangée, corrompue par la propagande abolitionniste, ses actions prouvant que l'on ne pouvait faire confiance aux esclaves avec la liberté, que l'ordre naturel des choses exigeait une supervision blanche d'une race inférieure. Le Louisville Daily Courier déclara « Cet incident tragique démontre le chaos qui s'ensuit lorsque les esclaves sont encouragés à abandonner leur place appropriée et à poursuivre des rêves impossibles d'égalité. » La bataille juridique qui suivit l'arrestation de Margaret devint un test du pouvoir fédéral contre la souveraineté de l'État. L'Ohio avait des lois de liberté individuelle conçues pour protéger les Noirs libres et les esclaves fugitifs, mais la loi sur les esclaves fugitifs de 1850 donnait aux marshals fédéraux l'autorité de passer outre la loi de l'État et de ramener les esclaves évadés à leur maître. Le cas de Margaret déterminerait si une esclave pouvait être jugée pour meurtre dans un État libre ou si elle restait une propriété à être rendue à son maître pour être punie. Le procès commença le 7 février 1856 dans la salle d'audience bondée du commissaire américain John L. Pendery. Margaret était assise enchaînée, portant toujours la robe tachée de sang qu'elle avait portée lorsqu'elle avait tué Mary, son visage un masque de dignité tranquille qui déconcerta les spectateurs
et les fonctionnaires du tribunal. Elle ne montra aucun remords pour ses actions, aucun signe de la folie que ses défenseurs affirmaient l'avoir poussée à l'infanticide. Son avocat, John Joliffe, argua que Margaret devait être jugée pour meurtre devant les tribunaux de l'Ohio, ce qui reconnaîtrait au moins son humanité suffisamment pour la tenir responsable de ses actes. Si elle est une propriété, comme le prétend son maître, déclara Joliffe, alors elle ne peut être tenue responsable de ses actions, pas plus qu'un cheval ou une vache. Mais si elle a commis un meurtre, alors elle doit être humaine. Et si elle est humaine, alors elle ne peut être une propriété. L'accusation, menée par le procureur fédéral James H. Chambers, argua que la loi sur les esclaves fugitifs était claire. Margaret Garner était une propriété qui avait été volée à son propriétaire légitime, et elle devait être restituée, quels que soient les crimes qu'elle aurait pu commettre en Ohio. La loi ne reconnaît aucune gradation de l'humanité, déclara Chambers. Soit la loi sur les esclaves fugitifs signifie ce qu'elle dit, soit l'autorité fédérale ne signifie rien. Margaret elle-même n'eut pas le droit de témoigner. Les esclaves ne pouvaient pas témoigner en cour, mais sa présence parlait plus fort que n'importe quel mot. Elle était assise droite et digne, croisant le regard de ceux qui la fixaient, ne montrant aucune honte pour ses actes, aucune gratitude envers ceux qui prétendaient la défendre. Interrogée par les journalistes si elle regrettait d'avoir tué Mary, sa réponse fut simple et dévastatrice. « Je préférerais voir tous mes enfants morts plutôt que de les voir retourner à l'esclavage. » Le procès dura 3 semaines et attira l'attention nationale. Les spectateurs remplirent la salle d'audience chaque jour, beaucoup d'entre eux des abolitionnistes qui voyaient Margaret comme un symbole de résistance, d'autres des citoyens curieux attirés par la nature sensationnelle de l'affaire. Les reporters des grands journaux envoyaient des dépêches quotidiennes et les actes du procès étaient réimprimés dans les journaux à travers le pays. Le 28 février, le commissaire Pendery statua que la loi fédérale primait sur la loi de l'État et ordonna le retour de la famille Garner au Kentucky. Margaret reçut la nouvelle sans émotion, comme si elle avait toujours su que la loi et la justice étaient des choses différentes, que le système ne choisirait jamais son humanité plutôt que les droits de propriété des Blancs. Mais même dans la défaite, l'histoire de Margaret continua de résonner. Alors que la famille était transportée au Kentucky sur un bateau fluvial, la tragédie frappa de nouveau lorsque le bateau entra en collision avec un autre navire. Dans le chaos qui s'ensuivit, bébé Scylla fut projeté dans la rivière Ohio glacée et se noya. Certains témoins affirmèrent que Margaret avait elle-même jeté l'enfant par-dessus bord, choisissant la mort plutôt que l'esclavage une fois de plus. D'autres insistèrent que c'était un accident. Margaret elle-même n'en parla jamais, mais ceux qui virent son visage alors qu'elle regardait sa plus jeune fille disparaître sous l'eau sombre dirent qu'elle ressemblait à une femme qui avait enfin trouvé la paix. De retour au Kentucky, Archibald Gaines vendit Margaret et ses enfants survivants à différentes plantations, séparant la famille en guise de punition pour leur tentative d'évasion. Margaret fut vendue à une plantation en Arkansas, Thomas à une ferme au Mississippi, Samuel à une plantation de coton en Alabama. Ils ne se reverraient plus jamais. Margaret Garner mourut en 1858, toujours esclave, toujours défiante, portant toujours la connaissance qu'elle avait sauvé au moins un de ses enfants d'une vie de servitude. Son histoire perdura, chuchotée dans les quartiers des esclaves, chantée dans les chants de liberté, rappelée par une communauté qui comprenait la logique de l'amour et de la perte
qui l'avait poussé à une action si désespérée. L'histoire se répandit à travers les réseaux clandestins comme une traînée de poudre sur l'herbe sèche. Dans les quartiers des esclaves de la Virginie au Texas, les mères regardaient leurs enfants et comprenaient, peut-être pour la première fois, qu'il y avait des sorts pires que la mort, que l'amour exigeait parfois le sacrifice ultime. Margaret Garner devint une légende, un avertissement, une inspiration. La preuve que même les impuissants pouvaient choisir leur propre forme de résistance, leur propre définition de la liberté. Son histoire influença la littérature, inspirant Harriet Beecher Stowe à écrire des scènes supplémentaires pour les éditions ultérieures de La case de l'oncle Tom et inspirant finalement le roman Beloved de Toni Morrison, lauréat du prix Pulitzer, qui porta l'histoire de Margaret à de nouvelles générations qui n'auraient peut-être jamais connu cette mère qui choisit la mort plutôt que l'esclavage. Dans les années précédant la guerre de sécession, le nom de Margaret Garner devint un cri de ralliement pour les abolitionnistes qui soutenaient que l'esclavage était si brutal, si déshumanisant, qu'il pouvait pousser une mère aimante à tuer son propre enfant. Son histoire apparut dans les discours de Frederick Douglass, dans les sermons de Henry Ward Beecher, dans les écrits de William Lloyd Garrison. Aujourd'hui, Margaret Garner est commémorée comme un symbole de résistance, une femme qui a choisi la seule liberté qui lui était accessible et l'a utilisée pour sauver sa fille d'une vie de servitude. Son histoire nous rappelle que la liberté n'est pas seulement un concept politique, mais un choix profondément personnel, que parfois la forme de résistance la plus puissante est le refus d'accepter un destin inacceptable. La petite maison de Mill Creek Road où Mary était morte est toujours debout, désormais marquée d'une plaque historique qui raconte l'histoire de Margaret aux visiteurs qui viennent comprendre ce chapitre sombre de l'histoire américaine. Les taches de sang ont disparu depuis longtemps, mais le souvenir demeure, un témoignage de l'amour d'une mère et des terribles choix que l'esclavage a imposés à ceux qui vivaient sous son joug. Chaque coup n'était pas seulement un acte, c'était un nom revendiqué. Margaret les avait avec elle, tous, sa mère Priscilla, sa fille Mary, tous les enfants vendus loin de toutes les mères qui avaient rêvé de liberté, assises avec elle dans cette petite cuisine, témoignant de son acte final de défi contre un système qui traitait l'amour comme une marchandise et les enfants comme une propriété. L'histoire de Margaret Garner nous force à affronter des vérités inconfortables sur l'histoire américaine, sur le coût de la liberté, sur les limites que les gens sont prêts à franchir pour protéger ceux qu'ils aiment. Elle nous rappelle que la résistance prend de nombreuses formes, que parfois l'acte politique le plus profond est un choix profondément personnel, et que la lutte pour la dignité humaine ne se termine jamais. Son héritage perdure en chaque parent qui choisit le bien-être de son enfant avant sa propre sécurité, en chaque personne qui refuse d'accepter l'injustice comme inévitable, en chaque acte d'amour qui défie un système conçu pour écraser l'esprit humain. Margaret Garner nous a montré que même dans les circonstances les plus sombres, même lorsque chaque choix est terrible, nous avons toujours le pouvoir de choisir l'amour plutôt que la peur, la dignité plutôt que la survie, la liberté plutôt que la vie elle-même. Si cette histoire vous a ému, si le courage et le sacrifice de Margaret Garner ont touché votre cœur, veuillez vous abonner, aimer et partager cette vidéo. Son histoire mérite d'être racontée. Sa mémoire mérite d'être honorée. Et son héritage mérite d'inspirer de nouvelles générations dans la lutte continue
pour la dignité humaine et la liberté. Faites-nous savoir dans les commentaires comment son histoire vous affecte et quelle leçon avez-vous tiré de son acte ultime d'amour et de résistance.